Et c'est là qu'est intervenue la découverte géniale d'un médecin pratiquement contemporain d'Amburgé, d'ailleurs, qui s'appelait Wilhelm Kolff, qui vient de décéder début mars à l'âge de 98 ans, donc tout à fait contemporain, et qui, pendant la guerre de 40-44, dans une petite ville de Hollande épargnée par les bombardements, avait déjà travaillé à inventer un rein artificiel, qu'on pourrait appeler ainsi entre guillemets, et qui permettait, à travers une membrane de cellophane qui s'enroulait autour d'un tambour, d'épurer l'urée. Sa découverte a été connue aux États-Unis, qui immédiatement ont développé son appareil à Boston avec John Merrill, qui était un grand ami d'Amburgé, un homme absolument éminent aussi. Gabriel Richet a été mandaté par Amburgé pour aller à Boston voir comment marchait l'appareil dans les années 52, donc sans perdre de temps. Et immédiatement, il a ramené un prototype à Necker qui a été repris, perfectionné grâce à ses indications et qui est devenu le rein dit modèle Necker, fabriqué par une firme française et qui est un rein à tambour avec membrane de cellophane. Je suis revenu le 15 mai 1954 et la première séance de rein artificiel a été le 10 novembre 1954. Et la vraie raison de la réussite actuelle du rein artificiel, cette espèce de miracle par lequel on peut, même chez un malade complètement privé de rein, maintenir en vie l'organisme et dans de bonnes conditions, c'est pas uniquement la découverte de l'appareil, c'est la découverte d'une analyse méthodique de tous les éléments qui forment l'insuffisance rénale, une compréhension si intelligente de la responsabilité normale du rein et par conséquent de ce qui est dans l'insuffisance rénale déséquilibrée, qu'on a pu enfin utiliser cet appareil qui donnait de mauvais résultats avec de bons résultats parce qu'on l'a utilisé en imitant le rein dont on avait compris le fonctionnement. Vous voyez là cette partie du sang qui a été prélevée en cours de séance avec un dosage d'urée, c'était la première chose à faire. Ici, on voit un dosage qui est fort important pour nous, qui est le dosage de l'ensemble des électrolytes du sang, l'ensemble des sels du sang. Plus loin, une laborantine est en train de mesurer la pression osmotique du sang. On voit le dosage nécessaire des bicarbonates du sang qui jouent un rôle très important. Plus loin encore, on voit le dosage des gaz du sang qui, depuis quelques années, nous sont apparus comme une des constantes les plus importantes, elles aussi à surveiller. Et vous voyez alors toute cette infrastructure dont nous parlions tout à l'heure, oui, et qui est au fond, ce qui se fait ici est aussi important que ce qui se fait dans la salle du rein artificiel. Et est-ce que là aussi, vous avez des appareils très chers, des appareils nécessaires? Sûrement, et je crois que c'est là en particulier qu'il est nécessaire. Tenez, voilà un photomètre à flamme, c'est-à-dire un appareil qui a bouleversé notre vie car il permet en quelques instants de faire des dosages de corps tels que le sodium et le potassium, là où il y a quelques années encore, il fallait plusieurs heures, pour ne pas dire plusieurs jours, pour avoir le résultat. Et ce sont justement des résultats rapides dont nous avons besoin dans cette lutte contre la mort. C'est, disons, le triomphe de l'arrivée de la biochimie en médecine, de la biologie et de la biochimie en médecine qui a tout transformé. En effet, les malades avaient des troubles électrolytiques, on ne connaissait même pas le mot. Amburgé s'y était attaqué, avait regardé chez les premiers malades quels étaient les désordres dont ils souffraient. On en avait déduit des conséquences sur la répartition des secteurs hydriques de l'organisme, qui fait qu'on a pu traiter des déshydratations, etc. Et autrement dit, arriver d'emblée, dès les années 52 ou 53, à la réanimation, enfin disons, à la rééquilibration des patients ayant une insuffisance rénale fonctionnelle due à des désordres électrolytiques. Alors, dans ces périodes héroïques, si je veux dire, la notion même de réanimation n'existait pas, le terme n'existait pas, le service fonctionnait, je dis, dans l'enthousiasme général, avec 3 internes en général, qui animaient, disons, 2 grosses salles de 24 lits chacune, dont la moitié étaient des malades en état très sérieux, qui y avait couramment 3-4 angstroms en fonction dans chaque salle, des reins artificiels, il y en avait au minimum 2 à faire par jour, et il y avait un tel afflux, comme c'était le premier service qui fonctionnait ainsi en France, la réputation était extraordinaire, des malades arrivaient de tous les coins de France,
précédé par les motards. Le bruit familier des motards entrant dans la cour de Necker nous avertissait de l'arrivée d'une urgence de plus, la plupart du temps qui n'était pas spécialement prévue. L'interne travaillait directement avec les assistants chevronnés qui étaient Gabriel Richet, Jean Cronier et d'autres, et Hamburger lui-même qui passait sa visite 2 fois par semaine à fond et qui étaient des visites extrêmement approfondies et qu'on aurait manqué pour rien au monde. Donc j'ai eu le privilège de faire sa consultation avec lui pendant 7-8 ans. Je crois le jeudi matin, je ne me souviens plus très bien. Il y avait une personne, Madame Hamburger, et puis 1 ou 2 médecins étrangers, et nous voyions ensemble 3 ou 4 patients que je voyais auparavant et que nous rediscutions avec lui. Et c'est là que j'ai découvert un Jean Hamburger bien plus intime que celui que je voyais dans le service. Et à cet égard, il y avait quelque chose qui m'avait beaucoup frappé. À ce moment-là, on parlait beaucoup des mandarins. On en a parlé par la suite, qu'ils aient les pieds nus ou qu'ils n'aient pas les pieds nus. Moi, je n'ai jamais vu un mandarin dans M. Hamburger. Ce qui m'a beaucoup frappé, ça a toujours été son extrême simplicité. Même dans des réunions plus solennelles, il n'avait jamais un ton très solennel. Et dans le contact direct et le dialogue avec les patients, il était extrêmement simple, cherchant les mots les plus simples pour expliquer les choses les plus compliquées. Et j'ai beaucoup appris de ce compagnonnage, car c'était en fait un compagnonnage qu'il m'avait donné pendant 7 à 8 ans, où je le voyais faire la médecine comme il l'avait faite pendant les 40 ans précédents. Il voulait comprendre, il allait à l'essentiel. Et pour lui, l'essentiel, c'était aussi la formation et les échanges. Les échanges avec les autres sciences de la vie, et c'est pour ça que la néphrologie a été en contact étroit de recherche et clinique avec d'autres disciplines, mais aussi tout ce qui se passait dans le monde entier. Et ces actualités néphrologiques étaient une occasion extraordinaire pour faire un pont entre tous les néphrologues qui commençaient à se développer en Europe et toute la néphrologie qui commençait à se développer aux États-Unis, car, je le redis encore, la France était à la pointe de ce combat. Mais M. Hamburger avait bien compris qu'il fallait élargir le champ pour arriver à mieux comprendre, et d'autre part, qu'il fallait créer ce pont international. Moi, j'ai toujours été frappé par son universalité dans le domaine de la néphrologie et de la médecine. Passionné de transplantation, passionné d'immunologie, passionné de néphrologie, passionné du contact avec l'ensemble des sciences de la vie, et ces actualités néphrologiques dont nous fêtons le 50aire aujourd'hui sont aussi le témoin de cette passion.